Déjà participant l'an dernier, et quelque peu revanchard, j'ose, de nouveau, vous braver ce soir pour vous déclamer une nouvelle histoire. Pour mémoire, il y a un an, jour pour jour, et presque heure pour heure, je clôturais mon discours en tutu rose et vous parlais de liberté. Bon. Aujourd'hui, le sujet est tout autre. Mais je vous avoue que j'ai largement hésité avant d'y participer. Les plus courtes sont-elles toujours les meilleures? Que dire? Que raconter? Non, bon, je vous avoue, j'avais vraiment pas d'idée. Du coup, je me suis dit que j'allais laisser tomber et aller discuter autour d'un verre avec ma coloc. Mon arrière-grand-mère. Pour vous la situer, elle est plutôt jeune. Elle a 100 ans. Elle vit avec moi dans son grand appartement et chaque soir, elle entame un petit rituel. À 19h30, très très précise, hein, je sais pas si 30, enfin bon, elle savoure son whisky 10 ans d'âge, accompagné d'un comté d'affinage 18 mois. Née en 14, elle est une mémoire vivante d'un siècle aujourd'hui éteint. Ce que nous autres nous apprenons dans les livres d'histoire, elle l'a vécu en tant qu'actrice ou spectatrice. Le jour du krach boursier de 29, elle avait déjà 15 ans. Le départ des hommes à la guerre en 39, déjà mariée, elle avait 25 ans. En 45, elle a vécu avec effroi la découverte des camps et avec ferveur la libération par De Gaulle et ses hommes. Et le 8 février 2015, assise dans un fauteuil, c'est avec moi qu'elle converse. C'est Histoire avec un grand H. Et son histoire, qu'elle me conte et me raconte. Au détour de la conversation, j'ai demandé: Mamine? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Quand on vit aussi longtemps que toi, est-ce qu'on peut toujours voir la vie avec envie? Qu'est-ce que la vie peut encore nous apporter, passé 100 ans? J'ai toujours espéré, égoïstement, que j'aurais une vie courte, mais bien remplie. Je n'ai jamais envié la vieillesse. Je l'ai même souvent regardée avec dégoût, même pire, avec mépris. J'ai toujours été peiné en pensant à ces personnes âgées. Autrefois indépendantes, elles sont aujourd'hui reléguées au rang de fardeau par leur propre progéniture. Mais rendez-vous compte, cet homme qui 20 ans plus tôt était regardé avec tant d'admiration, cette personne qui tous les jours trimait pour la félicité du foyer, cette personne, elle est aujourd'hui obligée d'être alitée pour manger. Ce sont dorénavant ses enfants qui gèrent la vie de ce nouvel assisté et qui distribuent de l'argent de poche à ce père qui les a tant aimés. Mais ne se sent-on pas d'autant plus vivant de par l'urgence de la situation? N'est-on pas plus satisfait de vivre sa vie avec simplicité et célérité? Ne va-t-on pas plus à l'essentiel en se sachant condamné? Oh, comprenez-moi bien, je ne veux pas faire ici l'apologie de la mort ou de la maladie. Mais je constate que l'on ne cherche jamais le plus le bonheur que quand on le sait en danger. On évite les batailles futiles. On va à l'essentiel. On a comme une boulimie de la vie. L'hymne à la vie est forcément un hymne à la mort. Il serait bien inconscient de nous croire immortels. Pour ma part, j'aime à croire que c'est justement le fait que la vie ait un commencement et un aboutissement qui lui donne son prestige, sa beauté. L'œuvre de Charlotte Salomon n'est-elle pas d'autant plus belle que celle-ci a été dictée par la fougue de la jeunesse et la frénésie de la peur de l'inachevé? Cette jeune juive allemande a été reçue aux Beaux-Arts de Berlin pendant l'entre-deux-guerres. Réfugiée en France, elle a peint pendant ces années tranquilles des tableaux d'une rare intensité, des tableaux de la vie, de sa vie. Dénoncée, emmenée à Auschwitz, elle a été gazée à l'âge de 23 ans. Malgré cette fin horrible, causée par la barbarie, elle aura essayé de vivre avec bonheur et envie cette vie qui a été sienne. Ces tableaux expressionnistes sont aujourd'hui le plus beau témoignage de son histoire. De même, Camille Muffat ou Alexis Vastine, champions fauchés en plein rêve, ne se sont-ils pas toujours relevés pour essayer d'avancer? Et si leur décès est une tragédie, le compagnon de Camille avait la chance de pouvoir dire à ses obsèques: elle est morte accomplie. Cette volonté de vivre, de marquer, de profiter,
malgré l'immanence du danger, n'est pas une pensée temporellement figée. Elle traverse les âges, les époques, les épreuves, et se retrouve dans les hommes et les femmes d'exception. Si les exemples précédents relatent des histoires tristes et indépendantes de la volonté des protagonistes, il faut bien avoir conscience que la vie en bonne santé ne peut durer l'éternité. Semblable à la guerrière d'une danseuse étoile, elle est fragile, doit être chérie et protégée. Au début, on s'éduque, on apprend pied par pied, rythme par rythme, et on se perfectionne. On essaye de s'accomplir au-delà de notre potentiel, et ce faisant, on se donne en spectacle, on vit. Mais comme en dansant, dans la vie, vient un moment où nos muscles vieillissent, où nos pas deviennent incertains, où nos os se fragilisent. Il arrive parfois un moment où l'on faillit, où l'on vieillit, et où les ennuis de santé peuvent se faire sentir. Dans ce cadre, que faire lorsque notre seule issue se trouve dans notre mortalité? N'a-t-on pas le droit de mourir avec force et dignité? Doit-on forcément attendre que la mort vienne nous prendre, si l'on souffre, si l'on est condamné? Ce débat personnel est une question que nous devrions tous nous poser. Personnellement, je sais que je ne veux pas vivre pour être un assisté. Je préfère partir dignement et m'en aller sur une image de félicité. Bon, pendant que mon esprit vagabondait vers ces différentes idées, un peu macabre, je vous l'accorde, mon arrière-grand-mère prenait son temps et réfléchissait. Elle me dit finalement: le plaisir de la vie ne réside pas dans sa célérité, mais dans son appétit à la connaissance, à la croquer. Regarde-moi, j'ai aujourd'hui 100 ans, et pourtant j'ai encore tous les jours des éléments que je découvre, que j'apprends. Chaque âge a ses plaisirs. La vie à mon âge n'est pas la même qu'à 20 ans. Pourtant, je ne vis pas dans la nostalgie de mes anciennes années. Grâce à cette fabuleuse longévité, j'ai eu l'occasion de vivre tour à tour des périodes de grande peine et des périodes exceptionnelles. J'ai pu me marier, avoir des enfants, les voir grandir, vieillir et même parfois mourir. J'ai traversé les âges, j'ai su m'adapter et surtout, je ne me suis jamais ennuyé. Si aujourd'hui mes yeux s'usent et que mes oreilles travaillent à mi-temps, à chaque période de ma vie et encore aujourd'hui, j'ai su profiter et partager. Ce soir-là, je rentrais dans ma chambre un peu décontenancé. Le discours plus que le whisky m'avait complètement sonné. C'est ainsi que je compris. Le plaisir de la vie n'a rien à voir avec sa longévité. La maladie ou la faiblesse sont des facteurs qui, parfois, ne peuvent être évités. Un auditeur chez qui j'étais invité m'a un jour pris de haut en me disant « Oui, mais vous avez tout vécu. » J'aimerais lui répondre aujourd'hui « Non, je n'ai pas tout vécu, mais j'ai envie de tout vivre. Je suis friand de tout. Et surtout, je ne me complais pas dans ce que je pense savoir. Tant qu'il y aura des découvertes à faire, des lieux qui me sont encore inconnus, je serai heureux de vivre. Et tant pis s'il faut que cela soit long, si cela peut être meilleur. » Je vous remercie.